Madame, Monsieur, bonsoir. D'un côté, voici que le SDF se met en ordre de bataille pour la présidentielle 2018 en désignant Joshua Ossi comme son candidat à cette consultation. C'est un tournant. De l'autre côté, il y a le RDPC qui poursuit sa mobilisation et qui recueille au passage un soutien retentissant et on va dire inattendu pour son candidat potentiel. C'est un autre tournant. Célestin Bedjigui, connu hier comme une forte tête, surtout lorsqu'il s'agissait de pourfendre le pouvoir en place, a viré de bord. La présidentielle 2018, pour lui, ce sera derrière Paul Biya. Du coup, les boucliers se sont levés dans son ancien camp où on ne trouve pas de mots assez durs ou même insultants pour l'accabler. Mais c'est une volte-face qui, à l'évidence, mérite d'être décryptée. Bonsoir Célestin Bedjigui. Bonsoir Alain Belivi et bonsoir également à tous les téléspectateurs qui acceptent de consacrer quelques instants à nous écouter. Voilà, vous êtes ce soir l'invité d'Actualité Hebdo. C'est un plaisir. Et on va évoquer pour commencer la réaction qu'a suscité votre initiative. Il y a à ce sujet un mot qui me vient à l'esprit, un mot très connu en Afrique de l'Ouest, qui est utilisé pour désigner les positionnements successifs et parfois contradictoires des hommes politiques en fonction de leurs intérêts propres. Ce mot, c'est la transhumance. Est-ce que vous êtes un transhumant? Mais absolument pas. Absolument pas, d'autant plus que dans le cas d'espèce, les personnes qui peuvent être portées à utiliser ce mot à notre encontre affichent une ignorance absolument surprenante quant à notre ligne politique, qui depuis notre entrée en politique s'est caractérisée par deux aspects. D'abord, une position modérée, et enfin, ensuite, une position pragmatique. Nous l'avons toujours été, nous sommes des modérés et nous sommes des pragmatiques. Voilà, modérés et pragmatiques. Mais il n'empêche qu'on a l'impression que c'est une ligne qui fluctue. On vous a vu aux côtés du RDPC à une époque, on vous a vu aux côtés du FDF à une autre, on vous a vu avec l'UNDP dans une fusion. Ça fluctue beaucoup. Il y a un problème? Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que lorsqu'on observe la scène politique, elle n'est pas aussi stable que cela. C'est-à-dire, quand il faut prendre une position par rapport à un environnement mouvant, le point fixe que l'on doit observer, c'est sa ligne politique, et c'est le cas. Parce que lorsque on parle du SDF, de l'UNDP, du RDPC, regardez vous-même les mouvements tectoniques qui ont caractérisé les relations entre ces partis-là et entre ces différents partis entre eux. Ça veut dire quoi? C'est vous êtes constant, c'est eux qui changent. Absolument, en face. Absolument. Lorsque vous avez vu quelque chose hier, vous avez vu le secrétaire général du RDPC s'afficher à la tribune du SDF, qui l'y crut? Alors, qui a bougé? C'est eux qui bougent. Nous autres, nous sommes constants, c'est-à-dire toujours prendre des positions en faveur en faveur du peuple. Vous vous attendiez au buzz qu'a suscité votre initiative. Est-ce que vous avez pesé le pour et le contre? Peser le pour et le contre, certainement. L'amplitude, je ne m'y attendais pas à ce degré, mais j'ai rapidement compris qu'il s'agissait des dépits amoureux, et surtout d'une réelle confusion des esprits. Et je l'ai dit tout à l'heure, depuis que je suis entré en politique, je me suis toujours démarqué des extrêmes. Et notamment ce qu'on pouvait appeler les postures radicales, toujours. Mais en même temps, j'ai toujours tenu un discours dissident. Alors, quand je parle de confusion, c'est que certaines personnes ont assimilé ce discours critique et dissident à une position radicale par rapport à la ligne politique. Mais là, c'est semblait quand même, moi je veux pas. Dissident. Moi, je veux. Il était plutôt radical. Est-ce que ce n'est pas précisément pour ça qu'il y a eu le buzz? C'est-à-dire que la virulence de vos propos passés, qui fait qu'aujourd'hui on se demande comment a-t-il pu sauter le pas? Comment, le grand écart? Il n'y a jamais eu virulence, mais il y a eu critique. Toujours une posture critique qui a toujours été justifiée et de manière tout à fait rationnelle. Il y a deux attitudes que l'on a en politique. Soit on est un dogmatique, on est un intolérant, et quelle que soit la position que peuvent prendre vos partenaires, on est contre eux, ou alors on est pour eux. Il y a une autre politique, il y a une autre posture qui est de dire, voici ma ligne politique, je vais juger tous les actes que posent les autres acteurs de la scène politique à travers le prisme de cette ligne politique-là. Malheureusement, dans le cas d'espèce, beaucoup d'autres pensent que les positions radicales, notamment qui ont tendance à établir une espèce de pensée unique sur la place politique, engagent tout ce qui tient un discours
critique. Alors, il ne faut pas faire, il faut pas Est-ce que ce n'est pas radical que de dire tout est mauvais? C'est l'impression que vous avez laissée. Ah non, justement pas. Nous ne pouvons pas l'avoir dit. Non, non, je crois que il faudrait peut-être que vous revoyez, vous changez de lens, comme on dit en américain. Non, tout est mauvais, certainement pas, puisque chaque fois, je me suis retrouvé dans une position, une posture même de négociation avec le parti au pouvoir. Si on prend le dernier épisode, le plus marquant, c'est la plateforme UNDP-RDPC, qui, de manière formelle, n'a jamais été dénoncée. Je suis avec le principal... Vous avez appelé à dénoncer cette plateforme? Vous permettez. Je suis avec le président Bello, l'un des deux protagonistes et, je pourrais dire, plénipotentiaire signataire de cette plateforme. Alors, on ne peut pas aujourd'hui dire, vous avez signé la plateforme et vous êtes un radical. Non. J'ai dénoncé le fait que, dans sa mise en œuvre, la plateforme ne tenait pas compte d'un certain nombre de propositions qui étaient faites et auxquelles nous tenions notamment les propositions économiques. Maintenant, si vous le permettez, parce que nous sommes légalement pour témoigner et informer les Camerounais. Voici la plateforme, une page de la plateforme, et vous le voyez bien, il y a ici la dimension économique qui avait une place centrale. C'était le deuxième point après la dimension politique. Et lorsque nous l'avons signé avec le Premier ministre Mafani Moussongé et Charles Ndoumba, il était clair que nous accorderions au volet économique une dimension tout aussi importante. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Et lorsque cela n'a pas été fait, la grande divergence qu'il y a eu au cours de ces années, sans précipitation, entre le président de l'UNDP et moi, était le fait que je dénonçais le fait qu'on n'ait pas appliqué cette plateforme et qu'il valait mieux qu'elle fût dénoncée. Et maintenant, des habitudes se sont installées. Nous avons dû, pour notre part, tirer les conséquences qu'il fallait en tirer et nous avons repris nos libertés en disant que, tant qu'à faire, nous allons plutôt désormais engager un dialogue direct en faisant des propositions au RDPC. Plutôt, il vaut mieux traiter avec le bon Dieu plutôt qu'avec ses saints, c'est ça? Je ne sais pas s'il s'agissait de saints, mais il vaut mieux prendre langue directement avec des protagonistes plutôt que de se retrouver dans des postures inconfortables où vous signez un document, aucune des parties ne le respecte, c'est-à-dire ni vos protagonistes, ni ceux qui sont dans votre camp. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé à Bonatélé. Comment ça s'est passé? Est-ce que, comme on dit en camerounais, vous avez pris vos pieds et vous êtes allé à Bonatélé, ou alors quelqu'un vous a démarché? Qui? La décision de ce rapprochement avec RDPC est le produit d'un processus qui s'est développé sur un autre champ, le champ économique, où, je peux le dire rapidement, nous avons été porteurs d'un projet qui est en droite ligne avec nos préoccupations en politique, c'est-à-dire travailler à l'amélioration du bien-être des populations du Cameroun. Et d'autre part, nous avons depuis 30 ans que nous essayons de faire aboutir cet aspect des choses, nous avons compris que la personne qui a la clé pour que tout ce que vous pouvez porter comme projet puisse se matérialiser, c'est le président de la République. Et vous faites donc un pari sur l'avenir, il va y avoir des élections, vous n'êtes pas sûr qu'il sera candidat, vous n'êtes pas sûr qu'il sera élu, mais vous faites un pari sur l'avenir. Non, qu'est-ce qui se passe? Nous soumettons ce projet, nous créons une dynamique pour que ce projet arrive, et ce projet arrive sur son bureau, et il donne son accord. Et tout de suite nous disons, ça, c'est une indication très importante, parce que c'est un projet, je ne veux pas employer le Camerounais avec les détails, qui est de nature à changer la physionomie économique du Cameroun. Bref. Et nous nous disons que si le président, M. Biya, en arrive à donner la possibilité que nos propositions à lui soumises soient prises en compte, quelle serait la justification logique que nous le combattions à l'occasion de cette élection présidentielle qui s'annonce, d'autant plus que... Bref, Monsieur le Président... Si vous voulez compléter ma pensée, allez-y. Bref, vous récompensez le président Paul Biya pour avoir accepté l'un des projets dont vous étiez porteur. Je ne peux pas avoir le privilège ou la possibilité de récompenser le président. Non, je tire la conclusion logique de votre soutien. Non, c'est pas une récompense. Je tire la conclusion logique de son attitude. Je dis, ok, il a fait cette ouverture. Il est de mon devoir et de celui de mes militants de dire, chiche, allons-y, Monsieur le Président. Nous ne voulons surtout pas que ce n'est qu'une première étape, que cette première étape dont vous avez permis la matérialisation, demain puisse être compromise. Si quelqu'un d'autre arrivait aux commandes et dise que, bon, cette histoire-là, mettez-moi ça de côté, c'est plutôt un pari que nous faisons sur l'avenir. Je résume, vous êtes allé à Bonatélé de votre propre chef. Non. Personne ne vous a démarché. Non. Je pense qu'il faut être honnête. Il faut être honnête. Alors, nous nourrissions cette idée
Et le frère Yeba ici, il prend attache avec moi, il m'informe de ce que, voilà, nous allons faire quelque chose qui ne concerne pas un parti politique précis, qui vise à mobiliser toute la Léquié dans l'intérêt de la Léquié. Et on ne peut pas faire quelque chose dans la Léquié sans que tu ne sois informé et que, éventuellement, que tu ne prennes part. J'ai dit, écoute, il faut qu'on en parle, nous en avons parlé. Et je lui ai dit, je pense que cette démarche que tu engages a quelque chose de convergent avec l'état d'esprit dans lequel je me trouve en ce moment, c'est-à-dire une volonté ou un souhait d'exprimer au président Biya le fait que je souhaiterais qu'il continue dans la direction qu'il semble avoir pris en acceptant ou en validant l'ouverture des travaux du projet de Lebanga. Alors, comme tu crées une plateforme pour manifester, pour exprimer votre soutien, moi je veux tirer avantage de cette plateforme pour que ce message soit mis et connu du public. Et maintenant, ça a soulevé un premier buzz. J'étais très étonné. Et d'ailleurs, ça a suscité, même au sein de mon parti, quelques remous. Vous allez certainement en parler. On va en parler. Je vous en prie. Alors, vous soutenez le président Paul Biya, c'est un premier signal fort. Deuxième signal fort, vous mettez 500 000 francs dans la cagnotte pour aider à la campagne électorale du président de la République. Le PAL n'a pas la réputation d'être un parti fortuné. Oh, les 500 000 francs. C'est vous qui le dites. Bon, c'est vous qui le dites, peut-être que vous avez des informations en ce qui me concerne, et je ne partagerai pas vos informations. Ceci dit, à cette assise, il y a eu des contributions qui s'élevaient à 10 millions de francs. Et lorsque Célestin Bédigui était dans un cercle, et que la manière de manifester son adhésion à ce qui est en train de se passer et d'apporter une contribution fut-elle symbolique, parce que 500 000 francs, vous pouvez me croire, je considère que c'est symbolique. Je ne suis pas assis sur des milliards, mais faire un effort comme celui-là, pour un enjeu comme celui-là, parce que peut-être que les gens le prennent à la légère. Ce qui s'annonce devant nous, les élections présidentielles, la période électorale là, c'est quelque chose de sérieux qui, si on observe ce qui s'est passé ou se passe dans les autres pays, expose le pays à de très graves risques. Regardez par exemple en Côte d'Ivoire il y a quelques années encore, on avait dû, parce que l'atmosphère n'était pas stabilisée, on avait dû reporter les élections de plusieurs années. Vous voyez ce qui se passe au Zaïre, où on continue toujours à reporter les élections. Vous voyez ce qui se passe au Burundi. Alors, il ne faut pas toujours dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Moi, je ne crois pas en cela. Je dis que ce qui arrive ailleurs peut arriver au Cameroun. Et le fait qu'on s'engage dans une période électorale et qu'il soit nécessaire que soit renforcé un certain nombre de piliers qui garantissent ou qui évitent qu'on se retrouve dans une dérive, soit au moment de la campagne ou après la campagne, le fait de renforcer l'implantation de ces piliers en donnant une contribution à la personne derrière laquelle le parti a choisi de s'aligner, par Célestin Bédigui, je dis c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, M. Célestin Bédigui. Et maintenant, qui est allé à Mona Télé? C'était Célestin Bédigui ou c'était le président du PAL? Ah, si vous dissociez les deux choses, beaucoup de personnes arrivent ou bien... Et vous comprenez pourquoi je pose la question. Vous y êtes allé et le lendemain, le secrétaire général de votre parti a démissionné. Bah, vous ne l'avez pas consulté en y allant? Ah non, nous étions ensemble. Nous étions ensemble. Alors, j'y suis allé. Alors, ben justement, je m'explique. Nous y étions ensemble. Et d'ailleurs, au moment où je sors de la maison pour aller à la réunion, il y a une réunion des militants du parti dans mon salon. Mais alors, nous avons eu un échange où je lui ai expliqué que dans les circonstances actuelles, la politique, c'est de servir l'intérêt des populations. L'acte que le président Biya a posé en ouvrant la voie à ce que soient engagées les études pour ces travaux de Lebanga, pour ce barrage de Lebanga, qui produira 1000 mégawatts, le troisième plus grand barrage d'Afrique après Inga et Assouan. J'ai dit que c'est quelque chose dont nous devons tenir compte en tant que politique. D'ailleurs, quand j'ai engagé ce secrétaire général, je lui ai rappelé que... Il avait engagé. Quand je dis engagé, oui, je lui ai dit, écoute, viens qu'on développe l'OPAL, parce qu'il est quand même de la région. Je lui ai dit, attention, désormais, vous n'êtes plus un activiste, parce que c'est quand même un activiste. Vous êtes un homme politique. Et il ne faut jamais oublier que ce qui doit prévaloir dans les postures de l'homme politique, c'est l'intérêt des populations.
Il faut bien le savoir, parce que l'activiste, il peut dire tout ce qu'il veut, mais l'homme politique doit tenir compte. Et comment il réagit à ce moment-là? Alors, il vous dit allons-y? Non, on se retrouve à la maison, puisque ma maison est au bord de la Sanaga, juste à côté de l'endroit où c'était la réunion. Il me dit, bon, ici il s'agit d'aller apporter un soutien au président Biya, je suis très inconfortable avec ça. Et d'ailleurs, il dira à quelqu'un qui interviendra à côté, les personnes avec lesquelles il est venu, de toute façon, moi je m'en fous du barrage le banc. Je dis, mais attention, là il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme politique et une réalisation économique de cette ampleur au bénéfice des populations, vous dites que vous vous en foutez et que ce qui prédomine chez vous, c'est l'aversion que vous avez pour M. Biya. Je lui ai dit, personnellement, depuis que je suis en politique, je n'ai d'aversion pour aucun acteur politique. Je parle avec tous les acteurs politiques, je prends des positions en fonction de ce que nous posons sur la table comme idée, au sujet à débattre, mais ce n'est jamais intuitif, personnel, et je pense d'ailleurs que les il n'y a pas de crise. Ah non, de mon point de vue, non, il n'y a pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors, c'est nous remonter à Yaoundé ensemble. Bon, et ces images passent à la télévision, on me voit à côté du ministre Yebayizi, qui a son mérite d'avoir organisé ce qu'on appelle une dynamique réunificatrice ou unificatrice de la Liké. Ça, je le lui reconnais. Il n'y a pas tout comme je reconnais à tous ceux qui sont dans le processus de la prise de décision que le président a prise, la matérialisation de cette décision. Je reconnais le mérite de toutes ces personnes. Je ne manquerai pas d'évoquer le nom du député Kwasongo, du député Angola Jean Simoun ou bien du ministre Atanakuna. Parce qu'il faut en toute chose être honnête. Alors, il n'y a pas de crise. Nous arrivons à Yaoundé. Les images de M. Aïssi, M. Yebayizi et moi paraissent à la télévision. Une limousine flanquée du drapeau tricolore de la République française qui indique une présence significative avant de dévoiler l'identité de son illustre occupant. Ce vendredi 23 février 2018, son Excellence Gilles Thibault, ambassadeur de la République française en République du Cameroun, est en route pour le bureau présidentiel où il a rendez-vous avec le président. Son Excellence Gilles Thibault, ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président, bonjour, merci beaucoup. Les contacts entre les deux personnalités sont fréquents, mais la singularité de l'audience que le président Biya accorde ce 23 février à Gilles Thibault tient avant tout à sa longueur exceptionnelle, près de 2h30 minutes. 2h30 minutes passées par les deux personnalités à évoquer l'actualité internationale, mais aussi les questions de sécurité, de développement et de politique intérieure propre aux deux pays. Un ambassadeur, l'observateur du pays dans lequel il sert. Après, il y a des domaines de souveraineté nationale sur lesquels il est difficile pour un ambassadeur de s'exprimer en tout état de cause, sans surprise, en ce qui concerne la situation dans les zones de conflit. Nous avons... Moi, j'ai redit la nécessité d'un dialogue approfondi entre les différentes parties et quels que soient les camps, que la violence devait être absolument bannie. Les entretiens de ce vendredi au Palais de l'Unité entre le président Biya et Gilles Thibault ont ainsi donné à voir une nouvelle fois la relation confiante qui existe entre la France et le Cameroun, une relation faite de convergence d'intérêts, mais aussi de respect mutuel. Le diplomate français avait à peine quitté le palais de l'Unité ce vendredi qu'était annoncé Manuel Domingos Augusto, ministre angolais des Relations extérieures. Reçu en qualité d'envoyé spécial du chef de l'État angolais, João Lourenço, l'émissaire angolais est reçu à 16h par le président Biya. Son Excellence Manuel Domingos Augusto, ministre angolais des Relations extérieures, envoyé spécial du président João Lourenço. Avec votre permission. Monsieur le ministre, bonjour. Les entretiens entre le président Biya et l'hôte angolais vont durer près de 3 quarts d'heure d'horloge. Occasion pour les deux personnalités d'évoquer l'état actuel de la coopération entre l'Angola et le Cameroun, mais aussi et surtout
l'actualité dans la sous-région CEAC que les deux pays ont en partage. Vous savez qu'il y aura un sommet à Libreville du COPAX, les mécanismes sur la défense et sécurité de l'Afrique centrale, et c'est normal qu'il y ait cette consultation avant le sommet. Son Excellence Paul Biya m'a donné le privilège d'écouter son point de vue sur la région. Je transmettrai à son collègue son point de vue et bien sûr on espère que nos relations bilatérales puissent être renforcées dans un délai plus bref. L'audience accordée cet après-midi du vendredi 23 février 2018 par le président Biya au ministre angolais des Relations extérieures a permis une fois de plus de se rendre à l'évidence de la haute stature du président camerounais, un sage africain, écouté et consulté. Célestin Bijegui, venons-en maintenant à l'explication de votre nouvelle position politique. Vous nous avez expliqué que l'élément déclencheur, c'est le barrage de Lubanga. Ce n'est pas un prétexte? Non, absolument pas. Vous savez, Monsieur Belibi, je porte en moi depuis près d'une trentaine d'années, je peux même dire que je suis consumé par un rêve, faire du Cameroun un pays qui ressemble aux autres pays. Alors souvent on dit, oui, mais ces gens-là, ils vont à l'étranger, ce qui se fait là-bas, pourquoi ils n'essayent pas de venir le faire ici chez nous? Et cette flamme-là qui m'habite m'a conduit à plusieurs reprises, avec d'autres amis, à rêver d'un Cameroun transformé. Et d'ailleurs, j'ai ici une plaquette qui porte sur à peu près une trentaine de projets d'équipement en infrastructure et autres ouvrages qui devraient être mis en œuvre. Et nous savions que la clé pour la mise en œuvre d'un programme comme celui-là passe par le chef d'État. Alors maintenant, sauf à penser qu'il n'y a jamais eu d'acte positif avant le Banga. Pourquoi le Banga? Alors, si vous permettez. C'est parce que c'est chez vous peut-être? Ah non, certainement pas. Mais il est évident que l'énergie, une solution au problème énergétique, ouvre la porte à toutes les perspectives possibles que l'on peut imaginer. Et je vous montre ici, là, les 7 grands domaines sur lesquels nous avons porté des projets. Mais chaque fois, nous n'avons pas réussi à faire que ces projets atteignent la table du chef d'État. Une petite anecdote. Il y a quelques années, nous avons créé, toujours dans le cadre de nos activités, une espèce de comment dirais-je ça, une espèce de consortium d'intelligence avec un ami qui était politicien, Jean-Michel Diop, et Donga Célestin, qui est centralien, moi je suis HEC pareil. On a dit on fait quelque chose ensemble et on va soumettre ça au chef d'État. Nous demandions à l'époque, comme on était en période d'ajustement structurel, nous demandions une seule chose, que le document étant soumis au chef d'État, qu'il autorise qu'on nous accorde un mandat pour que nous recherchions à travers le monde des investisseurs qui viendraient réaliser ces ouvrages-là en biotique, comme on dit. Mais malheureusement, les voies que nous avons choisies n'ont pas permis. Pas les bonnes. C'est Ndonga s'est chargé de remettre le dossier où on a René, je me suis chargé de remettre le dossier à Tchangabanda, Jean-Michel Diop s'est chargé de remettre le dossier à Marafa. Entre-temps, on a René et Tchangabanda sont décédés. Le dossier qui était allé chez Marafa, qui était secrétaire général de la présidence de la République, n'a connu aucune suite. Et nous nous sommes retrouvés dans la situation où nous sommes retrouvés à nouveau cette fois-ci. Et cette fois, nous avons dit, on va y aller à nouveau, et nous avons utilisé une autre voie qui a permis que le dossier soit soumis à l'appréciation du chef d'État et qui a donné un accord de mise en œuvre. Alors, votre sortie est tellement spectaculaire qu'on peut avoir l'impression que pour vous, le Banga va révolutionner le Cameroun. Ce n'est pas le Banga. Ce qui est important ici, et que les gens doivent retenir, c'est le fait que nous sommes convaincus qu'en proposant, en soumettant au président de la République d'autres projets autres que ceux qui émanent directement du gouvernement ou de ses collaborateurs, en les lui soumettant directement, il aura devant lui une offre diversifiée, et s'il réagit comme il a réagi pour le Banga, il n'y a que le Cameroun en tirera le meilleur des profits. Parce que jusque-là, nous autres, qui ne sommes pas dans l'appareil d'État, nous pensons que tout doit être posé sur le dos des fonctionnaires. Ce n'est pas exact, ce n'est pas une bonne vision des choses. Quand vous allez dans un pays comme les États-Unis, l'essentiel de la transformation en infrastructure des États-Unis a été faite par le secteur privé, mais
qui arrivait à faire porter la décision devant les instances politiques et à mobiliser les ressources financières. Et c'est ce mécanisme-là que nous sommes en train de vouloir développer aujourd'hui en élargissant la brèche qui consisterait à faire porter les dossiers sur la table du président Biya, en tenant compte de ce que il nous est plus possible, il est plus favorable pour nous d'être écoutés lorsque nous mouillons le maillot au moment où il se retrouve en train de vouloir reconfirmer sa position à la tête de l'État, étant donné également que nous autres, ça nous donne une certaine garantie qu'il ne pourra pas se dédire demain. Alors, étant donné que nous considérons que c'est la meilleure position qui est, au lieu plutôt d'aller se tenir de l'autre côté de la route, à lui en envoyant... Aboyer comme auparavant. Non, oui, non, pas aboyer, non. En le critiquant comme auparavant. Je suis chef traditionnel et j'ai observé quelque chose. L'attention que je porte aux propositions de mes sujets est déterminée en grande partie par la relation que j'ai avec eux. Je me suis rendu compte que ce n'est pas la pertinence d'un propos qui en soi vaut, c'est la posture ou la position d'écoute que vous pouvez acquérir auprès du décideur. On vous a compris, Monsieur le Président. Mais maintenant, je vais vous souffler quelque chose à l'oreille. Je vais le dire très bas, afin que personne ne l'entende. Pensez-vous? Je le répéterai. Monsieur le Président, oui. Il se dit que votre espoir, c'est d'être appelé par le Président de la République à conduire le projet Le Banga. Ceux qui le disent ont des pensées saugrenues. Je n'en suis plus là, M. Alain Belibi. J'ai fait une carrière professionnelle tout à fait normale, au cours de laquelle j'ai été rémunéré à bon niveau, et je ne crois pas qu'aujourd'hui il faille poser des actes comme celui-là pour être à la tête des projets. Et ceux-là qui sont à la tête des différents projets au Cameroun, est-ce qu'ils sont passés par de tels détours? Pourquoi faut-il que ce soit porté, que ce soit le détour que j'adopterai? Sauf si on pense que non, vous n'avez pas je suis d'une intelligence moyenne telle que je crois que... Non. Vous n'avez donc pas ce type de calcul? Non, certainement pas. Et je voudrais quand même dire quelque chose ici, s'il vous plaît. Je suis de ceux qui pensent que il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait une mobilisation de l'ensemble des intelligences camerounaises pour relever les gros défis que le Cameroun a aujourd'hui. Le Cameroun a un premier gros défi, c'est la question économique, nous allons y revenir. Et ensuite, il y a la question socio-politique. Et les actes que les uns et les autres doivent poser, notamment nous, les leaders d'opinion, doivent tenir compte de la nécessité de faire quelque chose pour le Cameroun avec les outils qui sont les nôtres, les outils d'expertise et d'expérience. Et je parie que le président Biya ne pourra que apprécier une démarche comme celle-là. Alors, ceux qui disent ce que je viens de vous apprendre, disent également que les comptes de votre passage aux sacheries ne sont pas soldés. Et que vous n'avez pas, vous permettez que de ce point de vue-là, soldé. Et que vous n'avez pas, vous permettez que de ce point de vue-là. Bon, alors... j'ai démissionné des sacheries du Cameroun en 1995. Je suis parti aux États-Unis en 2005. 10 ans plus tard, j'ai démissionné. Je suis le seul directeur général de société d'État au Cameroun à avoir démissionné. Pour une raison très simple. Le chef d'État m'a envoyé dans cette société. Je ne veux pas qualifier, dire que c'était une société moribonde, même si c'était le cas, elle était même morte. J'ai essayé de mobiliser les ressources auprès de l'actionnaire de référence qui était l'État pour pouvoir la restructurer. Les ressources qui étaient disponibles et qui auraient dû être mis à la disposition de la sacherie, notamment les fonds Stabex, n'ont pas pu être remis à la sacherie. Sur instruction de mon ministre de tutelle, j'ai tiré conséquence de cette situation et j'en ai informé le chef d'État et j'ai démissionné. J'ai dit, monsieur le président de la République, vous m'avez envoyé au démissionné, oui, mais ça ressemble aussi un petit peu à un aveu d'échec. Non, pas du tout. Au contraire. Vous avez réussi à la tête des sacheries? Absolument. La preuve, c'est que la société est morte. Absolument. Non, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte de mon fait. Parce que j'ai quand même travaillé dans cette société pendant à peu près 18 mois, sans aucun concours. Alors que quand j'arrive, la société a un fonds de roulement négatif, je crois, de 4 milliards de francs. Les pertes cumulées ont absorbé le capital social près de 5 fois. La trésorerie nette est négative de plusieurs milliards de francs. C'est par mes relations que j'arrive à obtenir un crédit fournisseur qui me permet de faire tourner quand même la machine et fabriquer les sacs Banjok et tenir la société à flot pendant à peu près 18 mois. Il interviendra un premier cataclysme. La dévaluation du franc CFA, qui a fait que jour au lendemain, les créances que j'avais à l'extérieur
pour les matières premières ont été doublés. Ben ensuite, on se retrouvait dans une situation où le ministre du Tutelle avait donné l'ordre au liquidateur de l'ONCPB qui devait nous reverser l'argent pour restructurer la société, de payer tout le monde sauf les sacheries parce que Bézigueté a raté les sacheries. J'en ai tiré les conclusions et je suis parti. Et ce qui est important, si vous permettez, je vous ai dit tout à l'heure que je suis parti de la sacherie en 1995, après 18 mois. Je suis resté au Cameroun pendant 10 ans. Et pendant que j'étais au Cameroun jusqu'à aujourd'hui, il a été dépêché à l'époque. Et c'est l'époque où on ne jouait pas beaucoup. C'est l'époque où les Munchipu se sont retrouvés en prison. Les Nkolo Fanga se sont retrouvés en prison. Il y a eu au moins 2 ou 3 descentes de l'inspection générale de l'État au Sachiri. On a trouvé que non seulement je n'avais pas pris un franc dans la caisse de Sachiri, mais que la Sachiri me devait les 18 mois de salaire que je n'avais pas perçu. Alors, bon, maintenant les gens ont brodé tout ce qu'ils ont pu broder dessus, croyant pouvoir d'une manière ou d'une autre porter atteinte à notre crédibilité. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, M. Alain Balibi, je me suis retrouvé, après avoir passé les licences qui étaient requises, en train de créer une société à Wall Street, une société de notation spécialisée en... Quand on arrive à réaliser des choses comme celle à l'extérieur, mais qu'au Cameroun, on ne reconnaît pas la qualité de votre expérience, de votre expertise, c'est tout à fait regrettable. Et moi, je dis, j'ai fait ce que je devais faire pour ce pays, et je ferai plus encore si les possibilités me sont données. On reparle de politique maintenant. On parle des sénatoriales à venir et on va parler de la clôture de la réception des dossiers de candidature qui a eu lieu cette semaine. Lucrèce Medou Njemba. Reprise timide du service à la Direction générale des élections ce vendredi, lendemain de la date limite de dépôt des déclarations des candidatures en vue des sénatoriales du 25 mars prochain. C'est que la nuit a été longue pour les personnels de la Direction générale des élections. En effet, après le RDPC dans l'après-midi de jeudi, l'UNDP, l'UDC et l'UPC sont venus notamment déposer leur liste auprès de la sous-commission en charge de la réception et de la transmission des dossiers. Vous parlez de l'heure tardive. Il faut déjà comprendre que nous avons passé 8 heures au trésor après avoir versé les cautions pour récupérer les quittances. Ce n'était pas évident. Nous sommes arrivés à une heure tardive parce que c'est après 5 jours que nous avons décidé de poser la candidature dans le Grand Nord. Les partis politiques avaient jusqu'à minuit ce jeudi pour faire acte de candidature à la Direction générale des élections et dans ses démembrements territoriaux. Au dernier pointage, 9 formations politiques ont déposé leur dossier dans les délais. Il en ressort déjà que le RDPC et l'UNDP entendent compétir dans les 10 régions du pays, tandis que les autres partis ont misé sur des circonscriptions précises. Le SDF a présenté de candidature dans 9 régions de notre pays. L'UDP, qui est un parti basé dans le nord-ouest, a présenté des dossiers de candidature uniquement au département de la Miezam, tout comme le FSNC, qui a déposé des dossiers de candidature dans la région du Nord. L'UPC a déposé des dossiers de candidature dans 5 régions, tandis que l'UMS a déposé de candidature dans une seule région, c'est à l'ouest. L'UDC a déposé des dossiers de candidature dans 2 régions, ouest et littoral. Tous ces dossiers sont en cours d'acheminement à la Direction générale des élections ici à Yaoundé, qui à son tour les expédiera au Conseil électoral pour un examen au fond dès la semaine prochaine. Retour sur ce plateau et nous retrouvons le président du Parti de l'Alliance libérale, Célestin Budjigui. Nouveau soutien à la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce que votre soutien va apporter au président Paul Biya? De quel poids pèse le PAL? J'ai failli dire le PAL, combien de divisions? Dans ce cas, moi je vous renverrai à l'histoire politique de ce pays. Et vous vous souviendrez, je rappellerai que la dernière fois que le PAL est allé aux élections sous ses propres couleurs, notamment dans la Ligue, qui est un des fiefs électoraux du président Biya, nous avons terminé la compétition à 47,6%. Vous devez avoir ça quelque part des votants. C'est d'ailleurs ces résultats-là
qui a commandé la place qui nous a été donnée. Beaucoup doit couler sous les ponts depuis. Vous avez disparu, vous êtes allé au UNDP. La preuve, c'est que vous me recevez aujourd'hui. Alors, je disais que c'est d'ailleurs ces chiffres-là qui ont commandé la décision du président Bello, qui est un malin en politique, de me conférer, de me donner tous les titres qu'il m'a donnés pour m'accueillir à l'UNDP, c'est-à-dire le poste de vice-président, une quinzaine de postes de autres. Bon, alors le poids du PAL se mesure à l'impact qu'a dans l'opinion publique, tout geste posé par le président du PAL, que ce soit qu'il s'agisse de la dénonciation. J'ai l'impression que vous dites que le PAL c'est Béjigui. Non, vous vous trompez justement. Comment peut-on le dire? On ne peut pas le dire. La preuve, lorsque je décide de dénoncer l'accord PAL UNDP, lorsque je décide de le dénoncer, il y a quelque temps, ça crée tout le buzz que vous voyez. Et lorsque maintenant je décide de soutenir la candidature du président Biya et surtout la vague de sympathie et de satisfaction qui a été notée et qui continue à être notée dans l'opinion publique par le retour sur la scène politique du PAL. Et beaucoup de gens me disent c'est le parti qui nous manquait. Parce qu'on avait d'un côté les radicaux de l'ancienne coordination qui sont des collègues politiques et de notre côté le RDPC tout à ta suffisance, tant qu'il ne la crédibilise ou il ne la confirme donc pas la faute de votre soutien sera déterminant. Notre soutien ici, il s'est traduit d'abord par un apport en idées nouvelles et en propositions. Nous ne soutenons pas le président Biya en l'air, nous allons vers lui en lui disant, Monsieur le Président, sur les deux grands problèmes que le Cameroun a aujourd'hui, le PAL, depuis des années, a une solution, et voici la solution. Sur le plan économique, voici ce que nous proposons, et sur le plan beaucoup plus récent de la crise qui se passe en pays anglophone, voici ce que nous proposons. Alors, Monsieur Célestin Béjigui, il y a quelque chose de troublant. Votre sortie de la fusion avec l'UNDP, votre ralliement au candidat potentiel du RDPC, tout ceci intervient à une période charnière. Il n'y a pas d'arrière-pensée? Non, pas du tout, mais c'est normal que ça intervienne à cette période charnière. Parce qu'aujourd'hui, la période qui s'ouvre ou dans laquelle nous vivons n'a pas... La dimension critique de cette période-là ne réside pas tout simplement dans l'échéance électorale présidentielle. Elle résulte... Ça veut dire que vous n'êtes pas dans une manœuvre préélectorale? Mais lorsque nous pensons... Positionnement? Non, pas du tout. Mais lorsque nous pensons que nous soutenons un candidat parce qu'à l'observation de la scène politique, à l'écoute des déclarations des uns et des autres, parce que les candidatures des uns et des autres sont déjà annoncées. Il y a d'autres qui sont pressenties. Et nous avons retenu des critères, un critère de tempérance, un critère d'expérience, pour nous prononcer. Allant pas nous-mêmes à l'élection présidentielle, il était temps que nous déterminions, mais cette fois-là, pas par un soutien verbal, incantatoire, mais en apportant ou en mettant sur la table des propositions sur les deux grandes crises que traverse le pays. Mais on sait également qu'en période électorale, les candidats ont besoin d'électeurs, n'est-ce pas? Parlons concret. Oui, mais quels électeurs vous apportez au président Paul Biya? On y arrive. Mais c'est normal que si vous soutenez un candidat, vous jetiez dans la bataille au moment où il a le plus besoin d'appui. Faut-il attendre qu'on soit 2 ou 3 jours d'élection et au moment où on déclare que c'est telle personne qui est vainqueur pour venir le soutenir? Non. En politique, il faut mouiller le maillot avec le camp ou dans le camp que l'on choisit de soutenir. Et j'ai expliqué pourquoi j'ai choisi de soutenir le président Biya, parce que j'estime que c'est lui qui, à l'heure actuelle, présente les meilleures garanties et d'expérience et de tempérance pour régler les problèmes actuels du Cameroun. Et même d'une manière générale, vous l'avez vu, la conférence de presse, j'ai dit l'arlésienne du candidat unique de l'opposition, je respecte tout à fait mes camarades de la classe politique, ne doit pas nous détourner de la nécessité, face à la situation de crise dans laquelle nous vivons, à la nécessité de nous mettre tous ensemble pour surmonter cette période de crise, parce que c'est en surmontant cette période de crise que l'alternance sera interviendra ensuite dans un environnement apaisé et non vindicatif ou revanchard. Et nous pensons que le président Biya peut saisir justement ce temps qui reste pour organiser cette alternance apaisée. Alors les railleurs, ils sont nombreux, vous le savez, les railleurs
Disent que vous sortez de la fusion avec l'UNDP. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique d'organiser une autre fusion, cette fois avec le RDPC? Non, bon, écoutez, bon, vous avez utilisé le terme ailleurs. Bon, évidemment, vous avez de mauvaises lectures. Je vous déconseille parce que ça risque de vous empoisonner aussi l'esprit, comme c'est le cas de cette minorité qui aujourd'hui braille pour exprimer son dépit amoureux. Je ne fusionne pas avec le RDPC. Le RDPC, nous avons tous connaissance de sa manière de fonctionner et de sa manière d'être. Nous sommes l'OPAL et nous disons que nous soutenons M. Biya candidat à l'élection présidentielle. Parce que une élection présidentielle, c'est d'abord une relation de confiance, un contrat entre un individu et le peuple. À la rigueur, je peux me dire que le parti est transparent. Parce que représente la liste des militants du RDPC par rapport aux électeurs qui vont se retrouver derrière Biya? Un pourcentage relativement faible, vous le savez très bien. C'est-à-dire que ce ne sont pas les partis qui font élire un candidat. C'est la mobilisation populaire. Et je dois dire aujourd'hui que plus que jamais, pour susciter cette mobilisation populaire, l'OPAL et le mot de Célestin Bézigui ont une capacité ou une effectivité que vous seriez peut-être le seul ou l'un des rares à ne pas apprécier à sa juste valeur, mais croyez-moi, allez là-dehors et ouvrez les oreilles et vous comprendrez d'ailleurs pourquoi il y a ce buzz. Parce que les gens disent, cette voix-là est une voix qui porte, et si aujourd'hui elle s'aligne et soutient le président Biya en étayant les raisons pour lesquelles il le soutient, notamment expérience et tempérance, cela va faire migrer un certain nombre de voix qui jusque-là étaient dans une espèce de limbo électoral, ne savaient pas de quel côté ils devaient aller. Ils vont maintenant suivre la direction qui dit que cette voie-là. Voilà, Monsieur le Président, je ne suis pas du côté des railleurs, vous l'avez bien compris. Et je vais d'ailleurs m'empresser de sortir de cette question en vous proposant quelques images de ce qui vient de se passer à Bamenda. C'était le congrès du SDF, un congrès au cours duquel M. Joshua aussi a été désigné comme candidat de ce parti à l'élection présidentielle et John Fundi a été reconduit à la tête du parti. Je vous propose quelques images de Bamenda. Le palais des congrès de Bamenda jubile. Le Tiamani John Fundi va au pas de course et remet l'étendard du SDF à l'honorable Joshua aussi. Désormais, c'est le candidat officiel du Social Democratic Front à la présidentielle de 2018. Et c'est l'épilogue du congrès extraordinaire, un happy end. Nous avons réussi à remplir tous les postes du NEC, du comité exécutif national, et nous avons également élu celui qui prendra, n'est-ce pas, le drapeau du SDF. Le centre est particulièrement honoré. Et nous pensons que c'était des moments forts et nous avons d'ailleurs l'impression que 1992 est de retour dans ce pays. Nous observons la vie politique de ce pays, nous sommes à l'écoute, nous sommes très intéressés évidemment de ce qui se passe au SDF qui est un pays, qui a un parti d'opposition important. Le porte-flambeau du Social Democratic Front remporte les élections avec 1021 voix, soit 88,39%. contre 134 voix, soit 11% pour son challenger, l'honorable Fobi Tchinda. Ce, après le désistement de l'honorable Joseph Mbanda, qui dit avoir posé un acte visant à rendre son parti plus conquérant. C'est un grand moment pour l'histoire du SDF et du pays. J'aurais aimé que ce soit moi, mais le choix du peuple est clair. Dans le SDF, c'est pouvoir au peuple. Le peuple a choisi Joshua aussi. Je souhaite à Joshua, au SDF et au Cameroun, n'est-ce pas, le grand réussite d'ici octobre prochain. L'honorable Joshua aussi est né le 9 décembre 1968 dans le Ndian, région du Sud-Ouest. Il est député de Gouri Centre et milite au sein du Social Democratic Front depuis une vingtaine d'années et en est réélu premier vice-président. Je sais que c'est une énorme tâche qui m'attend et je suis conscient de tout ce qui doit être fait. Et je pense qu'on va se mettre au travail dès demain pour essayer d'être prêt le jour J. Bien avant ce congrès extraordinaire, les 1500 délégués accrédités pour ce conclave ont élu les membres du National Executive Council, l'instance dirigeante du parti. Les électeurs ont par acclamation élu Ni John Fundi à la tête du SDF. Célestin Bézigui, en regardant ces images, j'ai entendu quelques personnes parler dans le SDF
d'une révolution tranquille. C'est une révolution tranquille au SDF? C'est en tout cas admirable. C'est en tout cas admirable. Et d'abord, au passage, je dois féliciter Oshi. Je crois que pour être arrivé à ce niveau, il mérite des félicitations. Parce que le SDF, c'est une grosse machine, autant que l'UNDP, le RDPC et le PAL. Donc, je dois le féliciter. Mais je dois également féliciter le SDF d'abord, mais surtout le chairman. Parce qu'aujourd'hui, il réussit ce qui aurait pu être réussi également dans un parti comme l'UNDP, si les états d'esprit ou la manière de penser les choses du leadership de ce parti-là était un peu... Pas de jugement de valeur, hein? Non, c'est pas un jugement de valeur, je parle de l'ensemble du leadership. C'est tout à fait regrettable. Et donc, je ne suis pas ici pour juger. J'étais dans un parti, j'ai eu des partenaires, et ça ne s'est pas entendu, c'est tout. Mais je dis que l'exemple du SDF aujourd'hui arrive et aurait pu être précédé par la même chose dans d'autres partis politiques, dont le parti dont j'étais membre il y a quelque temps, l'UNDP. Je vais vous faire dire deux mots maintenant sur deux sujets d'intérêt national. D'abord la crise anglophone. Oui, la crise anglophone. Comment en sortir? J'ai adressé une note au président de la République à ce sujet. Vous savez, je suis très très proche de nos camarades du Southern Cameroun. Permettez que j'utilise la formule ici, pour deux raisons. À un moment donné, j'ai été directeur de brasserie du Cameroun pour le pays anglophone. J'étais tout jeune, il y a près d'une trentaine d'années, et j'ai eu à connaître ce peuple-là. Vraiment, c'est des gens ouverts, ils ont une certaine manière de fonctionner qui aurait pu apporter beaucoup au Cameroun si elle avait été prise en compte. Mais aujourd'hui, quand on a laissé l'aile radicale trouver un prétexte pour occasionner tous les dégâts qu'elle occasionne, c'est tout à fait regrettable. Alors maintenant, quelle est la solution? Parce qu'il faut une solution. Nous avons, en 1991, eu à faire face à une crise similaire. C'était les villes mortes, parce qu'il s'agissait à l'époque quand même de 8 provinces du pays qui étaient paralysées. Aujourd'hui, on a 2 qui sont non pas seulement paralysées, mais font l'objet, où le sang coule. Et nous avons résolu le problème d'une certaine manière. Et moi, je ne vois pas pourquoi pourquoi on n'essaierait pas la même méthode, la tripartite. J'ai été derrière les rideaux dans l'organisation de la tripartite. Les 3 partis, c'est lesquels? Les 3 partis, c'est la société civile, les partis politiques et le gouvernement. Et ça n'a pas été facile à l'époque, mais nous avons réussi. Et je pense que il faudrait que le président prête l'oreille à ceux qui demandent cette tripartite et surtout aux suggestions qu'ils font pour qu'elle soit une réussite. Parce que pour qu'elle soit une réussite, il faut qu'il n'y ait pas de participants tabous et qu'il n'y ait pas de sujets tabous. Parlons un petit peu d'économie, juste en quelques mots. Comment sortir de l'ornière économique? Quelle est la stratégie que vous pourriez proposer? D'abord, il faut dire qu'il y a 2 problèmes majeurs distincts. Le premier problème, c'est le modèle économique qui est appliqué au Cameroun. Et le deuxième problème, c'est la politique économique. Le problème du modèle économique qui est absolument à revamper. On a besoin de ce qu'on appelle un paradigme shift. Il faut changer le paradigme. Pourquoi? Depuis 60 ans, l'économie camerounaise est adossée sur un modèle d'import-substitution. C'est-à-dire tout ce qu'on a eu à créer comme organisme pour produire sur place, entreprise sur place, et visait à faire qu'on n'importe pas, on n'importe plus ce qu'on importait hier. Et le marché visé cette fois-là, c'était au marché domestique. Or, le niveau d'activité d'une industrie qui privilégie la situation du marché domestique ne permet pas de résorber la main-d'œuvre que nous avons là dehors, les jeunes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc sortir de ce paradigme, entrer dans un paradigme où le nouveau marché est plutôt le marché global, cette fois-là, en établissant ou en ayant comme élément principal la valorisation qu'on appelle les chaînes de valeur ajoutée mondiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde par rapport à ce qu'on a comme avantage compétitif, quelles sont les niches de valeur ajoutée pour lesquelles nous pouvons attirer les investisseurs chez nous et faire du Cameroun une espèce de grande manufacture, mais dont le marché serait le monde. Le niveau d'activité ainsi établi permet d'avoir une demande de main-d'œuvre qui, elle, peut tirer avantage de l'avantage comparatif que nous avons avec une main-d'œuvre jeune et formée, peut permettre qu'on résolve justement ce problème de grande bombe sociale que le chômage. Merci Célestin Bedjigui, mais j'entends déjà quasiment ceux qui nous écoutent réagir et dire ce monsieur est un grand théoricien. Non. Ce monsieur n'est pas un grand théoricien, c'est un grand observateur. Le temps que j'ai passé dans les autres pays m'a permis de voir comment
les gens organisent des choses. Ce que je viens d'énoncer comme solution, c'est-à-dire le paradigme shift, hein, c'est quelque chose qui est appliqué partout et qui est d'ailleurs le maître mot de la voie vers l'émergence. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut absolument changer de paradigme, entrer dans une logique de valorisation des chaînes de valeur ajoutée mondiales. Maintenant, je vais vous proposer de vous voir en scène. C'était cette semaine, vous organisiez une conférence de presse pour expliquer aux journalistes pourquoi vous avez viré de bord. Pierre Binambarga. Élection présidentielle 2018. Le président du parti de l'Alliance libérale choisit son camp. Célestin Bézigui lance un appel à une union sacrée autour du candidat Paul Biya. À l'observation de ce qui se passe sur la scène politique et à l'analyse des profils des uns et des autres, je parle là des candidatures annoncées ou pressenties. M. Biya est celui-là qui a les atouts. Pour le PAL, avec le président Paul Biya, il y a une visibilité économique et politique. Célestin Bézigui évite l'aventure au Cameroun et soutient la valeur sûre. Autre sujet abordé par Célestin Bézigui, le problème anglophone. Le PAL préconise l'organisation d'une deuxième tripartite. La première tripartite, on a invité tous les partis politiques légalisés. On ne s'est pas dit, oh, il faut qu'il ait telle implantation. On a dit, tous les partis politiques légalisés sont venus. Ensuite, la société civile, les autorités traditionnelles, ensuite les responsables de l'administration, toute personne qui peut être impliquée ou qui a ce problème à cœur. La situation politique au Cameroun est constituée aujourd'hui de péril économique et la bombe sociale que constitue le chômage des centaines de milliers de jeunes. Paul Biya, pour Célestin Bézigui, reste l'homme de la situation. Ça a le mérite de la clarté. Célestin Bézigui, on se quitte dans quelques secondes. Juste le temps de vous demander si vous êtes au courant de ce que votre parti, le PAL, a été rebaptisé. Rebaptisé, bon, j'ai entendu parler il est parti de l'Alliance libérale à parti alimentaire de la Léquier. Bon, alors, cela met sous la lumière les ressorts tribalistes que porte... qui anime certains de nos compatriotes. Est-ce que vous imaginez ça? Vous voyez, on met en cause... Mais c'est joli, parti alimentaire de la Ligue. Pas du tout. On met en cause les populations de tout un département. Si maintenant on entrait dans ce jeu-là, on parlera des partis Bamileke, de tel parti, de Machuti, de tel. Non. Je pense que ce serait d'ailleurs l'occasion de terminer cette émission en rappelant aux autres que le Cameroun ne doit pas tenir la palme de la dérision politique et en politique, où le débat politique est remplacé par les flots d'insultes qui sont absolument répugnants. Nous ne devons pas, nous avons des grosses choses à faire, nous ne devons pas ramener notre pays à ce niveau-là. Lorsqu'il y a une position politique qui est prise par un acteur politique, eh bien qu'on lui réponde avec des arguments politiques au lieu de se laisser endormir ou enliser dans des propos absolument mal appropriés. Célestin Bézigui, j'ai été très heureux de vous recevoir sur ce plateau d'actualité. C'est un plaisir partagé. Et si vous permettez que je m'adresse à vos téléspectateurs, je vous remercie pour l'attention que vous nous avez accordée. J'ai de la politique une idée, elle est simple, il faut servir l'intérêt des populations et en tant que tel, je serai toujours du côté de l'intérêt des populations, quelles que soient les personnes ou les groupes auxquels nous devons nous associer pour faire avancer cette cause-là. Comprenne qui pourra. Mesdames, Messieurs, merci pour votre très aimable attention. C'était Actualité Hebdo. Passez une bonne semaine et à dimanche. Madame, Monsieur, bonsoir. D'un côté, voici que le SDF se met en ordre de bataille pour la présidentielle 2018 en désignant Joshua Ossi comme son candidat à cette consultation. C'est un tournant.
De l'autre côté, il y a le RDPC qui poursuit sa mobilisation et qui recueille au passage un soutien retentissant et on va dire inattendu pour son candidat potentiel. C'est un autre tournant. Célestin Bedjigui, connu hier comme une forte tête, surtout lorsqu'il s'agissait de pourfendre le pouvoir en place, a viré de bord. La présidentielle 2018, pour lui, ce sera derrière Paul Biya. Du coup, les boucliers se sont levés dans son ancien camp où on ne trouve pas de mots assez durs ou même insultants pour l'accabler. Mais c'est une volte-face qui, à l'évidence, mérite d'être décryptée. Bonsoir Célestin Bedjigui. Bonsoir Alain Belibi et bonsoir également à tous les téléspectateurs qui acceptent de consacrer quelques instants à nous écouter. Voilà, vous êtes ce soir l'invité d'Actualité Hebdo. C'est un plaisir. Et on va évoquer pour commencer la réaction qu'a suscité votre initiative. Il y a à ce sujet un mot qui me vient à l'esprit, un mot très connu en Afrique de l'Ouest, qui est utilisé pour désigner les positionnements successifs et parfois contradictoires des hommes politiques en fonction de leurs intérêts propres. Ce mot, c'est la transhumance. Est-ce que vous êtes un transhumant? Mais absolument pas. Absolument pas, d'autant plus que dans le cas d'espèce, les personnes qui peuvent être portées à utiliser ce mot à notre encontre affichent une ignorance absolument surprenante quant à notre ligne politique, qui depuis notre entrée en politique s'est caractérisée par deux aspects. D'abord, une position modérée, et enfin, ensuite, une position pragmatique. Nous l'avons toujours été, nous sommes des modérés et nous sommes des pragmatiques. Voilà, modérés et pragmatiques. Mais il n'empêche qu'on a l'impression que c'est une ligne qui fluctue. On vous a vu aux côtés du RDPC à une époque, on vous a vu aux côtés du FDF à une autre, on vous a vu avec l'UNDP dans une fusion. Ça fluctue beaucoup. Il y a un problème? Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que lorsqu'on observe la scène politique, elle n'est pas aussi stable que cela. C'est-à-dire, quand il faut prendre une position par rapport à un environnement mouvant, le point fixe que l'on doit observer, c'est sa ligne politique, et c'est le cas. Parce que lorsque on parle du SDF, de l'UNDP, du RDPC, regardez vous-même les mouvements tectoniques qui ont caractérisé les relations entre ces partis-là et entre ces différents partis entre eux. Ça veut dire quoi? C'est vous êtes constant, c'est eux qui changent. Absolument, en face. Absolument. Lorsque vous avez vu quelque chose hier, vous avez vu le secrétaire général du RDPC s'afficher à la tribune du SDF, qui l'y crut? Alors, qui a bougé? C'est eux qui bougent. Nous autres, nous sommes constants, c'est-à-dire toujours prendre des positions en faveur en faveur du peuple. Vous vous attendiez au buzz qu'a suscité votre initiative. Est-ce que vous avez pesé le pour et le contre? Peser le pour et le contre, certainement. L'amplitude, je ne m'y attendais pas à ce degré, mais j'ai rapidement compris qu'il s'agissait des dépits amoureux, et surtout d'une réelle confusion des esprits. Et je l'ai dit tout à l'heure, depuis que je suis entré en politique, je me suis toujours démarqué des extrêmes, et notamment ce qu'on pouvait appeler les postures radicales, toujours. Mais en même temps, j'ai toujours tenu un discours dissident. Alors, quand je parle de confusion, c'est que certaines personnes ont assimilé ces discours critiques et dissidents à une position radicale par rapport à la ligne politique. Mais là, c'est semblait quand même, moi je veux pas. Dissident. Moi, je veux. Il était plutôt radical. Est-ce que ce n'est pas précisément pour ça qu'il y a eu le buzz? C'est-à-dire que la virulence de vos propos passés, qui fait qu'aujourd'hui on se demande comment a-t-il pu sauter le pas? Comment, le grand écart? Il n'y a jamais eu virulence, mais il y a eu critique. Toujours une posture critique qui a toujours été justifiée et de manière tout à fait rationnelle. Il y a deux attitudes que l'on a en politique. Soit on est un dogmatique, on est un intolérant, et quelle que soit la position que peuvent prendre vos partenaires, on est contre eux, ou alors on est pour eux. Il y a une autre politique, il y a une autre posture qui est de dire, voici ma ligne politique, je vais juger tous les actes que posent les autres acteurs de la scène politique à travers le prisme de cette ligne politique-là. Malheureusement, dans le cas d'espèce, beaucoup d'autres pensent que les positions radicales, notamment qui ont tendance à établir une espèce de pensée unique sur la place politique, engagent tout ce qui tient un discours critique. Alors il ne faut pas faire, il faut pas. Est-ce que ce n'est pas radical que de dire tout est mauvais? C'est l'impression que vous avez laissée? Ah non, justement pas.
nous ne pouvons pas l'avoir dit. Non, non, je crois qu'il faudrait peut-être que vous revoyez, vous changez les lens, comme on dit en américain. Non, tout est mauvais, certainement pas, puisque chaque fois, je me suis retrouvé dans une position, une posture même de négociation avec le parti au pouvoir. Si on prend le dernier épisode, le plus marquant, c'est la plateforme UNDP-RDPC, qui, de manière formelle, n'a jamais été dénoncée. Je suis avec le principal... Vous avez appelé à dénoncer cette plateforme? Vous permettez. Je suis avec le président Bello, l'un des deux protagonistes et, je pourrais dire, plénipotentiaire signataire de cette plateforme. Alors, on ne peut pas aujourd'hui dire, vous avez signé la plateforme et vous êtes un radical. Non. J'ai dénoncé le fait que, dans sa mise en œuvre, la plateforme ne tenait pas compte d'un certain nombre de propositions qui étaient faites et auxquelles nous tenions notamment les propositions économiques. Maintenant, si vous le permettez, parce que nous sommes légalement pour témoigner, informer les Camerounais. Voici la plateforme, une page de la plateforme, et vous le voyez bien, il y a ici la dimension économique qui avait une place centrale. C'était le deuxième point après la dimension politique. Et lorsque nous l'avons signé avec le Premier ministre Mafani Moussongé et Charles Ndoumba, il était clair que nous accorderions au volet économique une dimension tout aussi importante. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Et lorsque cela n'a pas été fait, la grande divergence qu'il y a eu au cours de ces années, sans précipitation, entre le président et les leaders d'opinion, doivent tenir compte de la nécessité de faire quelque chose pour le Cameroun avec les outils qui sont les nôtres, les outils d'expertise et d'expérience. Et je parie que le président Biya ne pourra que apprécier une démarche comme celle-là. Alors, ceux qui disent ce que je viens de vous apprendre, disent également que les comptes de votre passage aux sacheries ne sont pas soldés. Et que vous n'avez pas, vous permettez que de ce point de vue-là, soldé. Et que vous n'avez pas, vous permettez que ce point de vue-là. Bon, alors... j'ai démissionné des sacheries du Cameroun en 1995. Je suis parti aux États-Unis en 2005. 10 ans plus tard, j'ai démissionné. Je suis le seul directeur général de société d'État au Cameroun à avoir démissionné, pour une raison très simple. Le chef d'État m'a envoyé dans cette société. Je ne veux pas qualifier, dire que c'était une société moribonde, même si c'était le cas, elle était même morte. J'ai essayé de mobiliser les ressources auprès de l'actionnaire de référence qui était l'État pour pouvoir la restructurer. Les ressources qui étaient disponibles et qui auraient dû être mis à la disposition de la sacherie, notamment les fonds Stabex, n'ont pas pu être remis à la sacherie. Sur instruction de mon ministre de tutelle, j'ai tiré conséquence de cette situation et j'en ai informé le chef d'État et j'ai démissionné. J'ai dit, monsieur le président de la République, vous m'avez envoyé au sacherie. Oui, oui. Mais ça ressemble aussi un petit peu à un aveu d'échec. Non, pas du tout. Au contraire. Vous avez réussi à la tête des sacheries? Absolument. La preuve, c'est que la société est morte. Absolument. Non, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte de mon fait. Parce que j'ai quand même travaillé dans cette société pendant à peu près 18 mois, sans aucun concours. Alors que quand j'arrive, la société a un fonds de roulement négatif, je crois, de 4 milliards de francs. Les pertes cumulées ont absorbé le capital social près de 5 fois. La trésorerie nette est négative de plusieurs milliards de francs. C'est par mes relations que j'arrive à obtenir un crédit fournisseur qui me permet de faire tourner quand même la machine et fabriquer les sacs Banjok et tenir la société à flot pendant à peu près 18 mois. Il interviendra un premier cataclysme. La dévaluation du franc CFA, qui a fait que jour au lendemain, les créances que j'avais à l'extérieur pour les matières premières ont été doublées. Ensuite, on se retrouvait dans une situation où le ministre du tutelle avait donné l'ordre au liquidateur de l'ONCPB, qui devait nous reverser l'argent pour restructurer la société, de payer tout le monde sauf les sacheries, parce que Bézigueté a raté les sacheries. J'en ai tiré les conclusions et je suis parti. Et ce qui est important, si vous permettez, je vous ai dit tout à l'heure que je suis parti de la sacherie en 1995, après 18 mois. Je suis resté au Cameroun pendant 10 ans. Et pendant que j'étais au Cameroun jusqu'à aujourd'hui, il a été dépêché à l'époque. Et c'est l'époque où on ne jouait pas beaucoup. C'est l'époque où les Munchipou se sont retrouvés en prison. Les Nkolo Fanga se sont retrouvés en prison. Il y a eu au moins 2 ou 3 descentes de l'inspection générale de l'État aux sacheries. On a trouvé que non seulement je n'avais pas pris un franc de la caisse de sacherie, mais que la sacherie me devait les 18 mois de salaire que je n'avais pas perçu. Alors, bon, maintenant les gens
ont brodé tout ce qu'ils ont pu broder dessus, croyant pouvoir d'une manière ou d'une autre porter atteinte à notre crédibilité. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, M. Alain Balibi, je me suis retrouvé, après avoir passé les licences qui étaient requises, en train de créer une société à Wall Street, une société de notation spécialisée en... Quand on arrive à réaliser des choses comme celle-là à l'extérieur, mais qu'au Cameroun, on ne reconnaît pas la qualité de votre expérience, de votre expertise, c'est tout à fait regrettable. Et moi, je dis, j'ai fait ce que je devais faire pour ce pays, et je ferai plus encore si les possibilités me sont données. On reparle de politique maintenant. On parle des sénatoriales à venir et on va parler de la clôture de la réception des dossiers de candidature qui a eu lieu cette semaine. Lucrèce Medou Njemba. Reprise timide du service à la Direction générale des élections ce vendredi, lendemain de la date limite de dépôt des déclarations des candidatures en vue des sénatoriales du 25 mars prochain. C'est que la nuit a été longue pour les personnels de la Direction générale des élections. En effet, après le RDPC dans l'après-midi de jeudi, l'UNDP, l'UDC et l'UPC sont venus notamment déposer leur liste auprès de la sous-commission en charge de la réception et de la transmission des dossiers. Vous parlez de l'heure tardive. Il faut déjà comprendre que nous avons passé 8 heures au trésor après avoir versé les cautions pour récupérer les quittances. Ce n'était pas évident. Nous sommes arrivés à une heure tardive parce que c'est après 5 jours que nous avons décidé de poser la candidature dans le Grand Nord. Les partis politiques avaient jusqu'à minuit ce jeudi pour faire acte de candidature à la Direction générale des élections et dans ses démembrements territoriaux. Au dernier pointage, 9 formations politiques ont déposé leur dossier dans les délais. Il en ressort déjà que le RDPC et l'UNDP entendent compétir dans les 10 régions du pays, tandis que les autres partis ont misé sur des circonscriptions précises. Le SDF a présenté de candidature dans 9 régions de notre pays. L'UDP, qui est un parti basé dans le nord-ouest, a présenté des dossiers de candidature uniquement au département de la Miezam, tout comme le FSNC, qui a déposé des dossiers de candidature dans la région du Nord. L'UPC a déposé des dossiers de candidature dans 5 régions, tandis que l'UMS a déposé de candidature dans une seule région, c'est à l'ouest. L'UDC a déposé des dossiers de candidature dans 2 régions, ouest et littoral. Tous ces dossiers sont en cours d'acheminement à la Direction générale des élections ici à Yaoundé, qui à son tour les expédiera au Conseil électoral pour un examen au fond dès la semaine prochaine. Retour sur ce plateau et nous retrouvons le président du Parti de l'Alliance libérale, Célestin Budjigui. Nouveau soutien à la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce que votre soutien va apporter au président Paul Biya? De quel poids pèse le PAL? J'ai failli dire le PAL, combien de divisions? Dans ce cas, moi je vous renverrai à l'histoire politique de ce pays. Et vous vous souviendrez, je rappellerai que la dernière fois que l'OPAL est allé aux élections sous ses propres couleurs, notamment dans la Ligue, et moi, était le fait que je dénonçais le fait qu'on n'ait pas appliqué cette plateforme et qu'il valait mieux qu'elle fût dénoncée. Et maintenant, des habitudes se sont installées. Nous avons dû, pour notre part, tirer les conséquences qu'il fallait en tirer, et nous avons repris nos libertés en disant que, tant qu'à faire, nous allons plutôt désormais engager un dialogue direct en faisant des propositions au RDPC. Plutôt, il vaut mieux traiter avec le bon Dieu plutôt qu'avec ses saints, c'est ça? Je ne sais pas s'il s'agissait de saints, mais il vaut mieux prendre langue directement avec des protagonistes plutôt que de se retrouver dans des postures inconfortables où vous signez un document. Aucune des parties ne le respecte, c'est-à-dire ni vos protagonistes, ni ceux qui sont dans votre camp. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé à Bonatélé. Comment ça s'est passé? Est-ce que, comme on dit en camerounais, vous avez pris vos pieds et vous êtes allé à Bonatélé, ou alors quelqu'un vous a démarché? La décision de ce rapprochement avec RDPC est le produit d'un processus qui s'est développé sur notre champ, le champ économique, où, je peux le dire rapidement, nous avons été porteurs d'un projet qui est en droite ligne
avec nos préoccupations en politique, c'est-à-dire travailler à l'amélioration du bien-être des populations du Cameroun. Et d'autre part, nous avons depuis 30 ans que nous essayons de faire aboutir cet aspect des choses, nous avons compris que la personne qui a la clé pour que tout ce que vous pouvez porter comme projet puisse se matérialiser, c'est le président de la République. Et vous faites donc un pari sur l'avenir, il va y avoir des élections, vous n'êtes pas sûr qu'il sera candidat, vous n'êtes pas sûr qu'il sera élu, mais vous faites un pari sur l'avenir. Non, qu'est-ce qui se passe? Nous soumettons ce projet, nous créons une dynamique pour que ce projet arrive, et ce projet arrive sur son bureau, et il donne son accord. Et tout de suite nous disons, ça, c'est une indication très importante, parce que c'est un projet, je ne veux pas employer le Camerounais avec les détails, qui est de nature à changer la physionomie économique du Cameroun. Bref. Et nous nous disons que si le président, M. Biya, en arrive à donner la possibilité que nos propositions à lui soumises soient prises en compte, quelle serait la justification logique que nous le combattions à l'occasion de cette élection présidentielle qui s'annonce, d'autant plus que... Bref, Monsieur le Président... Si vous voulez compléter ma pensée, allez-y. Bref, vous récompensez le président Paul Biya pour avoir accepté l'un des projets dont vous étiez porteur. Je ne peux pas avoir le privilège ou la possibilité de récompenser le président. Non, je tire la conclusion logique de votre soutien. Non, c'est pas une récompense. Je tire la conclusion logique de son attitude. Je dis, ok, il a fait cette ouverture. Il est de mon devoir et de celui de mes militants de dire, chiche, allons-y, Monsieur le Président. Nous ne voulons surtout pas que ce n'est qu'une première étape, que cette première étape dont vous avez permis la matérialisation, demain puisse être compromise. Si quelqu'un d'autre arrivait aux commandes et dise que bon, cette histoire-là, mettez-moi ça de côté, c'est plutôt un pari que nous faisons sur l'avenir. Je résume, vous êtes allé à Mona Télé de votre propre chef. Non. Personne ne vous a démarché. Non. Je pense qu'il faut être honnête. Alors, nous nourrissions cette idée et le frère Yeba ici, il prend attache avec moi, il m'informe de ce que, voilà, nous allons faire quelque chose qui ne concerne pas un parti politique précis, qui vise à mobiliser toute la Léquié dans l'intérêt de la Léquié. Et on ne peut pas faire quelque chose dans la Léquié sans que tu ne sois informé et que, éventuellement, que tu ne prennes part. J'ai dit, écoute, il faut qu'on en parle, nous en avons parlé. Et je lui ai dit, je pense que cette démarche que tu engages a quelque chose de convergent avec l'état d'esprit dans lequel je me trouve en ce moment, c'est-à-dire une volonté ou un souhait d'exprimer au président Biya le fait que je souhaiterais qu'il continue dans la direction qu'il semble avoir pris en acceptant ou en validant l'ouverture des travaux du projet de Leban. Alors, comme tu crées une plateforme pour manifester, pour exprimer votre soutien, moi je veux tirer avantage de cette plateforme pour que ce message qu'il soit mis et connu du public. Et maintenant, ça a soulevé un premier buzz. J'étais très étonné. Et d'ailleurs, ça a suscité, même au sein de mon parti, quelques remous. Vous allez certainement en parler. On va en parler. Je vous en prie. Alors, vous soutenez le président Paul Biya. C'est un premier signal fort. Deuxième signal fort, vous mettez 500 000 francs dans la cagnotte pour aider à la campagne électorale du président de la République. Le PAL n'a pas la réputation d'être un parti fortuné. Oh, les 500 000 francs. C'est vous qui le dites. Bon, c'est vous qui le dites, peut-être que vous avez des informations en ce qui me concerne, et je ne partagerai pas vos informations. Ceci dit, à cette assise, il y a eu des contributions qui s'élevaient à 10 millions de francs. Et lorsque Célestin Bédigui était dans un cercle, et que la manière de manifester son adhésion à ce qui est en train de se passer et d'apporter une contribution fut-elle symbolique, parce que 500 000 francs, vous pouvez me croire, je considère que c'est symbolique. Je ne suis pas assis sur des milliards, mais faire un effort comme celui-là, pour un enjeu comme celui-là, parce que peut-être que les gens le prennent à la légère. Ce qui s'annonce devant nous, les élections présidentielles, la période électorale là, c'est quelque chose de sérieux qui, si on observe ce qui s'est passé ou se passe dans les autres pays, expose le pays à de très graves risques. Regardez par exemple en Côte d'Ivoire il y a quelques années encore, on avait dû, parce que l'atmosphère n'était pas stabilisée, on avait dû reporter les élections de plusieurs années. Vous voyez ce qui se passe au Zaïre, où on continue toujours à reporter les élections. Vous voyez ce qui se passe au Burundi. Alors, il ne faut pas toujours dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Moi, je ne crois pas en cela. Je dis que ce qui arrive ailleurs peut arriver au Cameroun. Et le fait que
on s'engage dans une période électorale et qu'il soit nécessaire que soit renforcé un certain nombre de piliers qui garantissent ou qui évitent qu'on se retrouve dans une dérive, soit au moment de la campagne ou après la campagne, le fait de renforcer l'implantation de ces piliers en donnant une contribution à la personne derrière laquelle le parti a choisi de s'aligner, par Célestin Bédjigui, je dis c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, M. Célestin Bédjigui. Et maintenant, qui est allé à Mona Télé? C'était Célestin Bédjigui ou c'était le président du PAL? Ah, si vous dissociez les deux choses, beaucoup de personnes arrivent ou bien... Et vous comprenez pourquoi je pose la question. Vous y êtes allé et le lendemain, le secrétaire général de votre parti a démissionné. Bah, vous ne l'avez pas consulté en y allant? Ah non, nous étions ensemble. Nous étions ensemble. Alors, j'y suis allé. Alors, ben justement, je m'explique. Nous y étions ensemble. Et d'ailleurs, au moment où je sors de la maison pour aller à la réunion, il y a une réunion des militants du parti dans mon salon. Mais alors, nous avons eu un échange où je lui ai expliqué que dans les circonstances actuelles, la politique, c'est de servir l'intérêt des populations. L'acte que le président Biya a posé en ouvrant la voie à ce que soient engagées les études pour ces travaux de le Banga, pour ce barrage de Banga, qui produira 1000 mégawatts, le troisième plus grand barrage d'Afrique après Inga et Assouan. J'ai dit que c'est quelque chose dont nous devons tenir compte en tant que politique. D'ailleurs, quand j'ai engagé ce secrétaire général, je lui ai rappelé que... Il avait engagé. Quand je dis engagé, oui, je lui ai dit, écoute, viens qu'on développe l'OPAL, parce qu'il est quand même de la région. Je lui ai dit, attention, désormais, vous n'êtes plus un activiste, parce que c'est quand même un activiste. Vous êtes un homme politique. Et il ne faut jamais oublier que ce qui doit prévaloir dans les postures de l'homme politique, c'est l'intérêt des populations. Il faut bien le savoir, parce que l'activiste, il peut dire tout ce qu'il veut, mais l'homme politique doit tenir compte. Et comment il réagit à ce moment-là? Alors, il vous dit allons-y? Non, on se retrouve à la maison, puisque ma maison est au bord de la Sanaga, juste à côté de l'endroit où c'était la réunion. Il me dit, bon, ici, il s'agit d'aller apporter un soutien au président Biya, je suis très inconfortable avec ça. Et d'ailleurs, il dira à quelqu'un qui interviendra à côté, les personnes avec lesquelles il est venu, de toute façon, moi, je m'en fous du barrage le Banga. Je dis, mais attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme politique et une réalisation économique de cette ampleur au bénéfice des populations, vous dites que vous vous en foutez et que ce qui prédomine chez vous, c'est l'aversion que vous avez pour M. Biya. Je lui ai dit, personnellement, depuis que je suis en politique, je n'ai d'aversion pour aucun acteur politique. Je parle avec tous les acteurs politiques, je prends des positions en fonction de ce que nous posons sur la table comme idée, au sujet à débattre, mais ce n'est jamais intuitif, personnel, et je pense d'ailleurs que il n'y a pas de crise. Ah non, de mon point de vue, non, il n'y a pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors, c'est nous remonter à Yaoundé ensemble. Bon, et ces images passent à la télévision, on me voit à côté du ministre Yebayizi, qui a son mérite d'avoir organisé ce qu'on appelle une dynamique réunificatrice ou unificatrice de la Liké. Ça, je le lui reconnais. Il n'y a pas tout comme je reconnais à tous ceux qui sont dans le processus de la prise de décision que le président a prise, la matérialisation de cette décision. Je reconnais le mérite de toutes ces personnes. Je ne manquerai pas d'évoquer le nom du député Kwasongo, du député Angola Jean Simoun ou bien du ministre Atanakuna. Parce qu'il faut en toute chose être honnête. Alors, il n'y a pas de crise. Nous arrivons à Yaoundé. Les images de M. Aïssi, M. Yebayizi et moi paraissent à la télévision. Une limousine flanquée du drapeau tricolore de la République française qui indique une présence significative avant de dévoiler l'identité de son illustre occupant. Ce vendredi 23 février 2018, son Excellence Gilles Thibault, ambassadeur de la République française en République du Cameroun, est en route pour le bureau présidentiel où il a rendez-vous avec le président. Son Excellence Gilles Thibault, ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci beaucoup. Les contacts entre les deux personnalités sont fréquents, mais la singularité de l'audience que le président Biya accorde ce 23 février à Gilles Thibault tient avant tout à sa longueur exceptionnelle, près de 2h30 minutes. 2h30 minutes passées par les deux personnalités à évoquer l'actualité internationale, mais aussi les questions de sécurité,
de développement et de politique intérieure propres aux deux pays. Un ambassadeur, l'observateur du pays dans lequel il sert. Après, il y a des domaines de souveraineté nationale sur lesquels il est difficile pour un ambassadeur de s'exprimer en tout état de cause, sans surprise, en ce qui concerne la situation dans les zones de conflit. Nous avons, moi j'ai redit la nécessité d'un dialogue approfondi entre les différentes parties et quels que soient les camps, que la violence devait être absolument bannie. Les entretiens de ce vendredi au Palais de l'Unité entre le président Biya et Gilles Thibault ont ainsi donné à voir une nouvelle fois la relation confiante qui existe entre la France et le Cameroun, une relation faite de convergence d'intérêts, mais aussi de respect mutuel. Le diplomate français avait à peine quitté le Palais de l'Unité ce vendredi qu'était annoncé Manuel Domingos Augusto, ministre angolais des Relations extérieures. Reçu en qualité d'envoyé spécial du chef de l'État angolais, João Lourenço, l'émissaire angolais est reçu à 16 h par le président Biya. Son Excellence Manuel Domingos Augusto, ministre angolais des Relations extérieures, envoyé spécial du président João Lourenço. Les entretiens entre le président Biya et l'hôte angolais vont durer près de 3/4 d'heure d'horloge. Occasion pour les deux personnalités d'évoquer l'état actuel de la coopération entre l'Angola et le Cameroun, mais aussi et surtout l'actualité dans la sous-région CEAC que les deux pays ont en partage. Vous savez qu'il y aura un sommet à Libreville du COPAX, les mécanismes sur la défense et la sécurité de l'Afrique centrale, et c'est normal qu'il y ait cette consultation avant le sommet. Son Excellence Paul Biya m'a donné le privilège d'écouter son point de vue sur la région. Je transmettrai à son collègue son point de vue et bien sûr on espère que nos relations bilatérales puissent être renforcées dans un délai plus bref. L'audience accordée cet après-midi du vendredi 23 février 2018 par le président Biya au ministre angolais des Relations extérieures a permis une fois de plus de se rendre à l'évidence de la haute stature du président camerounais, un sage africain, écouté et consulté. Célestin Bijegui, venons-en maintenant à l'explication de votre nouvelle position politique. Vous nous avez expliqué que l'élément déclencheur, c'est le barrage de Lubanga. Ce n'est pas un prétexte? Non, absolument pas. Vous savez, monsieur Belibi, je porte en moi depuis près d'une trentaine d'années, je pourrais même dire que je suis consumé par un rêve, faire du Cameroun un pays qui ressemble aux autres pays. Alors souvent on dit, oui, mais ces gens-là, ils vont à l'étranger, ce qui se fait là-bas, pourquoi ils n'essayent pas de venir le faire ici chez nous? Et cette flamme-là qui m'habite m'a conduit à plusieurs reprises, avec d'autres amis, à rêver d'un Cameroun transformé. Et d'ailleurs, j'ai ici une plaquette qui porte sur à peu près une trentaine de projets d'équipement en infrastructure et autres ouvrages qui devraient être mis en œuvre. Et nous savions que la clé pour la mise en œuvre d'un programme comme celui-là passe par le chef d'État. Alors maintenant, sauf à penser qu'il n'y a jamais eu d'acte positif avant le Banga. Pourquoi le Banga? Alors, si vous permettez. C'est parce que c'est chez vous peut-être? Ah non, certainement pas. Mais il est évident que l'énergie, une solution au problème énergétique, ouvre la porte à toutes les perspectives possibles que l'on peut imaginer. Et je vous montre ici, là, les 7 grands domaines sur lesquels nous avons porté des projets. Mais chaque fois, nous n'avons pas réussi à faire que ces projets atteignent la table du chef d'État. Une petite anecdote. Il y a quelques années, nous avons créé, toujours dans le cadre de nos activités, une espèce de think
comment dirais-je ça, une espèce de consortium d'intelligence avec un ami qui était politicien, Jean-Michel Diop, et Donga Célestin, qui est centralien, moi je suis HEC pareil, on a dit on fait quelque chose ensemble et on va soumettre ça au chef d'État. Nous demandions à l'époque, comme on était en période d'ajustement structurel, nous demandions une seule chose, que le document étant soumis au chef d'État, qu'il autorise qu'on nous accorde un mandat pour que nous recherchions à travers le monde des investisseurs qui viendraient réaliser ces ouvrages-là en biotique, comme on dit. Mais malheureusement, les voies que nous avons choisies n'ont pas permis. Pas les bonnes. C'est Ndonga s'est chargé de remettre le dossier où on a René, je me suis chargé de remettre le dossier à Tchangabanda, Jean-Michel Diop s'est chargé de remettre le dossier à Marafa. Entre-temps, on a René et Tchangabanda sont décédés. Le dossier qui était allé chez Marafa, qui était secrétaire général de la présidence de la République, n'a connu aucune suite. Et nous nous sommes retrouvés dans la situation où nous sommes retrouvés à nouveau cette fois-ci. Et cette fois, nous avons dit, on va y aller à nouveau. Et nous avons utilisé une autre voie qui a permis que le dossier soit soumis à l'appréciation du chef d'État et qui a donné un accord de mise en œuvre. Alors, votre sortie est tellement spectaculaire qu'on peut avoir l'impression que pour vous, le Banga va révolutionner le Cameroun. Ce n'est pas le Banga. Ce qui est important ici, et que les gens doivent retenir, c'est le fait que nous sommes convaincus qu'en proposant, en soumettant au président de la République d'autres projets autres que ceux qui émanent directement du gouvernement ou de ses collaborateurs, en les lui soumettant directement, il aura devant lui une offre diversifiée, et s'il réagit comme il a réagi pour le Banga, il n'y a que le Cameroun en tirera le meilleur des profits. Parce que jusque-là, nous autres, qui ne sommes pas dans l'appareil d'État, nous pensons que tout doit être posé sur le dos des fonctionnaires. Ce n'est pas exact, ce n'est pas une bonne vision des choses. Quand vous allez dans un pays comme les États-Unis, l'essentiel de la transformation en infrastructure des États-Unis a été faite par le secteur privé, mais qui arrivait à faire porter la décision devant les instances politiques et à mobiliser les ressources financières. Et c'est ce mécanisme-là que nous sommes en train de vouloir développer aujourd'hui en élargissant la brèche qui consisterait à faire porter les dossiers sur la table du président Biya en tenant compte de ce que il nous est plus possible, il est plus favorable pour nous d'être écoutés lorsque nous mouillons le maillot au moment où il se retrouve en train de vouloir reconfirmer sa position à la tête de l'État, étant donné également que nous autres, ça nous donne une certaine garantie qu'il ne pourra pas se dédire demain. Alors, étant donné que nous considérons que c'est la meilleure position qui est, au lieu plutôt d'aller se tenir de l'autre côté de la route, à lui en envoyant... Aboyer comme auparavant. Non, pas aboyer, non. En le critiquant comme auparavant. Je suis chef traditionnel et j'ai observé quelque chose. L'attention que je porte aux propositions de mes sujets est déterminée en grande partie par la relation que j'ai avec eux. Je me suis rendu compte que ce n'est pas la pertinence d'un propos qui en soi vaut, c'est la posture ou la position d'écoute que vous pouvez acquérir auprès du décideur. On vous a compris, Monsieur le Président. Mais maintenant, je vais vous souffler quelque chose à l'oreille. Je vais le dire très bas, afin que personne ne l'entende. Pensez-vous? Je le répéterai. Monsieur le Président, oui. Il se dit que votre espoir, c'est d'être appelé par le Président de la République à conduire le projet Le Banga. Ceux qui le disent... ont des pensées saugrenues. Je n'en suis plus là, M. Alain Belibi. J'ai fait une carrière professionnelle tout à fait normale, au cours de laquelle j'ai été rémunéré à bon niveau, et je ne crois pas qu'aujourd'hui il faille poser des actes comme celui-là pour être à la tête des projets. Et ceux-là qui sont à la tête des différents projets au Cameroun, est-ce qu'ils sont passés par de tels détours? Pourquoi faut-il que ce soit porté, que ce soit le détour que j'adopterai? Sauf si on pense que non, vous n'avez pas je suis d'une intelligence moyenne telle que je crois que... Non. Vous n'avez donc pas ce type de calcul? Non, certainement pas. Et je voudrais quand même dire quelque chose ici, s'il vous plaît. Je suis de ceux qui pensent que il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait une mobilisation de l'ensemble des intelligences camerounaises pour relever les gros défis que le Cameroun a aujourd'hui. Le Cameroun a un premier gros défi, c'est la question économique, nous allons y revenir. Et ensuite, il y a la question socio-politique. Et les actes que les uns et les autres doivent poser, notamment nous, les